Peut-on parler de valorisation excessive des marchés financiers? C'est pas moi qui sors le terme, c'est la BRI, la Banque des règlements internationaux, la banque centrale des banques centrales, dans son rapport trimestriel d'hier, donc qui emploie cette expression valorisation excessive après ce puissant rebond des marchés actions du mois de novembre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Valorisation excessive en langage policé de banquiers centraux, des banquiers centraux, enfin de la BRI. Voilà. Est-ce que c'est étayé par les faits? Pardon, mais il n'y a que les faits qui comptent si on doit regarder les chiffres. Est-ce que voilà, les multiples de valorisation, est-ce que vraiment c'est excessif? Alors, c'est élevé, ils sont même historiquement élevés, donc on peut se poser la question, est-ce que quand un multiple de valorisation est pas loin de, on est au-dessus de 20 pour les marchés actions européens, américains, on va être sur 24 à peu près, d'ordinaire, on va se trouver autour de 16, 17 de multiples de valorisation. Donc on est quand même assez élevé, on n'est pas dans des multiples de valorisation proches, vous vous souvenez de la bulle spéculative des années 2000, mais on est quand même plutôt sur des multiples qui sont très élevés d'un point de vue historique. Donc à raison, valorisation excessive, enfin alors, haute, en tout cas haute. Alors elles sont élevées, mais est-ce qu'elles sont excessives? Elles sont élevées aussi parce qu'elles regardent les bénéfices là courants. Mais quand on regarde ce qui va se passer l'année prochaine, on voit qu'il va y avoir assez probablement une très très forte progression des bénéfices. Ça, c'est un pari, c'est une anticipation. Qu'est-ce qui nous dit que ce sera le cas? Je veux dire, je crois que les hausses à venir sont assez importantes. Alors, on a plus de 20% de hausse de bénéfices sur l'ensemble des entreprises, des entreprises mondiales. Bon, après une baisse aussi de. Après une baisse, voilà. Alors j'ai pas le chiffre, mais un peu encore, de cet ordre d'idée, voire supérieur. Mais attention, ce qui se passe, c'est que on a une croissance économique cette année qui va être dans le monde de l'ordre de moins 3%, moins de 3,8%, c'est notre anticipation. Elle sera l'année prochaine supérieure à 5%. Donc on a un gain en termes de croissance économique de l'ordre de 9%. Et ça, enfin, elle sera, tout dépend. Elle devrait être, encore une fois, s'il y a du stop and go sanitaire, s'il y a des nouveaux reconfinements, si la campagne de vaccination ne se passe pas exactement comme on l'imagine. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il y a un rebond aussi violent, aussi fort de la croissance économique? Chez Pictet, on est positif, on est optimiste. Évidemment. Alors, sur la croissance économique, pourquoi? Parce que, tout simplement, vaccination de masse, c'est en train d'arriver. Alors, il y aura peut-être des problèmes d'exécution. On a vu Pfizer, notamment, qui a été obligé de reculer ses anticipations en termes de quantité, mais on a derrière Moderna, on a AstraZeneca, et on voit qu'en Angleterre, la vaccination commence. Projetons-nous début novembre. Début novembre, ce qu'on entendait, c'est la recherche n'a jamais trouvé jusque-là de vaccin contre le coronavirus. Ça va prendre beaucoup de temps. Quelques semaines après, on a les premières personnes qui sont en train de se faire vacciner. Cette semaine-là, l'autorité sanitaire américaine va regarder la validation de ce médicament. Donc une vaccination qui va commencer. Donc peut-être 6 mois difficiles à passer, mais derrière, sortie de crise sanitaire et donc assez probablement, rebond des économies. Donc ça, c'est un premier point, avec un effet retard. Beaucoup de déstockage, on a produit peu, donc il va falloir produire plus. Et puis on voit les premiers signes d'une reprise aussi de l'investissement dans les entreprises. Donc tout ça est plutôt, alors c'est pas sans risque, mais tout ça est plutôt quand même positif sur une croissance bénéficiaire plutôt solide au cours de l'année 2021. Après, ce qui gêne encore une fois la BRI, la Banque des règlements internationaux, c'est cet écart entre la valorisation des marchés et les perspectives économiques. C'est ça qu'elle nous dit. En gros, le fait que la bourse retrouve ses niveaux d'avant-crise, alors que la pandémie est là, que ça reconfine encore pour partie aux États-Unis, au Canada. Alors, c'est vrai que d'une certaine façon, on va pas un peu trop loin les marchés. Dans le monde, quand on regarde la croissance mondiale, elle ne va pas retrouver en 2021 ces niveaux de début d'année 2020. Notamment en Europe, on ne va pas retrouver encore notre niveau. Donc on peut se poser la question, au fond, on ne va pas retrouver la tendance de croissance qu'on devrait avoir. Donc on peut se poser la question, on est quand même dans une situation, même dans l'année 2021, qui va quand même être décevante par rapport au début d'année, quand on ne savait pas que la pandémie arrivait, et pourtant on est sur des marchés d'actions qui sont sur des niveaux élevés. Donc il y a quelque chose. Ce hiatus-là pose problème. Il y a quand même un hiatus. Pose question. Donc il y a effectivement cette dynamique, mais oui, mais on part d'un niveau très très bas. C'est la question. Nous, ce qu'on répond, c'est attention, c'est qu'entre-temps, les banques centrales et les gouvernements ont quand même fait
beaucoup. Déficit budgétaire aux États-Unis, 20%, déficit budgétaire en Europe, probablement autour de 10%, des banques centrales qui sont encore là et qui nous ont dit, pendant l'épidémie, nous, si l'inflation revient, on ne sera pas forcément mécontent, on la laissera filer un petit peu. Bon, la Fed, en tout cas, l'a dit très très clairement, la BCE l'a suggéré. Et donc ça, c'est quand même une situation au niveau des banques centrales qui est plutôt bonne. Aujourd'hui, au fond, les dividendes ont baissé sur le CAC 40. Ils sont quand même un peu supérieurs à 2%, autour de 2,5%. Ils vont remonter. Les obligations d'État français, pour prendre le même pays de comparaison, sur le 10 ans, c'est moins 0,30. Donc bonne chance. On a quand même aujourd'hui, sur certains modèles de valorisation, qui sont tout simplement le rendement qu'on obtient sur un actif ou sur un autre, des comparatifs intéressants. Si les valorisations sont élevées, elles vont le rester quand même, tout simplement parce que les banques centrales maintiennent des taux aujourd'hui très très bas. Si les valorisations sont élevées, pour autant, il n'y a pas de bulle spéculative. Certains disent, oh là là, mais on est au plus haut historique alors qu'on est toujours en pleine pandémie, même si effectivement il y a cet espoir d'avoir cette campagne de vaccination qui va commencer. Non, pour nous, pas de bulle spéculative, parce que les banques centrales, évidemment, si les taux remontent fortement, et c'est un peu ce qu'on a eu, on commence à voir sur le taux 10 ans américain, on est des remontées de taux, on est quasiment 1%, et on sent que ça rend les marchés un petit peu nerveux quand même. La condition que je donne, c'est effectivement que les banques centrales vont être capables de garder des taux bas. Si les taux remontent avec les anticipations de croissance, à ce moment-là, les marchés sont trop chers. C'est plus la même histoire. Mais nous, on pense que notamment la Banque centrale américaine, c'est la banque centrale des banques centrales, j'irais juste en dessous de la BRI, qui nous dit que, qui a suggéré, en tout cas on en parle, qu'un contrôle de la courbe est possible. C'est-à-dire, nous c'est en tout cas ce que nous pensons. Contrôle de la courbe des taux. Contrôle de la courbe des taux, c'est-à-dire que la Banque centrale américaine peut très bien dire, écoutez, si une obligation dépasse le niveau de 1%, puisque manifestement c'est peut-être ça le niveau critique pour les marchés, on l'achète. Donc évidemment à 0,99%. Si le 10 ans américain critique c'est 1%, c'est vraiment qu'on vit une situation incroyable. On vit une situation où effectivement, quand vous regardez la dette totale des États dans le monde, elle est de 120% en moyenne par rapport au PIB. C'est un niveau qu'on avait atteint dans les années 40 avec l'effort de guerre. Donc effectivement, c'est une situation d'endettement aujourd'hui des États qui est exceptionnelle. Qui ne supportera pas d'avoir des taux d'intérêt trop élevés. Les taux... Alors, toutes les anticipations positives sur les actions pour l'année 2021 seront balayées si jamais la Fed décidait de laisser filer les taux à la hausse. Bon, c'est pas le scénario, a priori. Non, mais c'est pas le scénario parce que la Fed dit clairement, en plus la Fed le dit, il existe encore des risques. Donc vaccination de masse, et puis aussi beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Les banques, on le voit notamment en Europe, commencent à dire qu'elles vont peut-être pas forcément prêter. Donc les banques centrales nous l'ont bien dit. On a conscience quand même que la reprise va être forte, mais fragile. Enfin, ça paraît paradoxal, elle va être importante, élevée, il va y avoir un rebond fort, mais attention, ce rebond fort est dépendant de certains facteurs, et notamment de la santé, que les entreprises retrouvent un peu de souffle. Et pour ça, il faut que les banques centrales soient encore là. Voilà, donc valorisation excessive, encore une fois, des marchés financiers, on finit là-dessus. L'expression, vous la reprenez à votre compte ou pas? Alors non. Non, on ne pense pas que ce qui est excessif pour nous aujourd'hui, alors après on pourra juger de ce que je dis, mais c'est peut-être un optimisme aujourd'hui qui est trop partagé. C'est pour ça que nous on pense peut-être à court terme, peut y avoir un peu de consolidation, parce que au fond, quand on regarde les investisseurs aujourd'hui, l'ensemble des investisseurs dans les sondages que font les banques, les investisseurs disent oui, on est surpondéré en actions. Vous regardez les enquêtes auprès des ménages américains, ils vous disent oui, on est haussier sur les actions. Donc tout le monde est d'accord sur un scénario finalement qui est central, qui est tout à fait raisonnable. Mais attention, si tout le monde a acheté, il n'y a plus d'acheteurs. Ça peut poser un problème si jamais les nouvelles sont mauvaises. Donc peut-être, on peut peut-être attendre quelques semaines, on peut avoir une petite consolidation sur les marchés, mais sur un horizon de 12 mois, ça devrait être positif. Donc, positionnement excessif sur un consensus, malgré tout, qui est peut-être raisonnable, lui. Il faudra voir ce que nous donne le plan fiscal américain. Ça peut être aussi une donnée clé, ça, dans l'évolution du marché à court terme. Le plan fiscal américain, aujourd'hui, il est plutôt bloqué, donc ça sera plutôt une mauvaise nouvelle. C'est vrai que la campagne électorale américaine, elle continue. En janvier, vous avez les élections sénatoriales en Géorgie, et si les démocrates, il y a un enjeu énorme, si les démocrates gagnent les 2 sénateurs, c'est très improbable, mais s'ils gagnent les 2 sénateurs, d'un seul coup, on a une majorité démocrate au Sénat. Et donc là, programme Biden dans les grandes largeurs, c'est-à-dire pas forcément très très bon
pour les marchés parce qu'il y aura une hausse des taxes, mais en revanche, très très bon par exemple pour les énergies propres, etc. Donc ça, il y a un enjeu quand même qui est massif et on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être, les Républicains n'ont pas très envie de se mettre d'accord quand on a une campagne aussi importante aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est nécessaire? Ça peut être une raison de consolidation, mais attention, une déception du marché, mais attention quand même, ce plan fiscal n'est peut-être pas si nécessaire que ce que les démocrates disent. Les ménages, le plan de 2020 a été massif. Il y a une énorme épargne qui a été accumulée. Il y a plein de ménages quand même qui se retrouvent sans allocation à la fin du mois. Là. Alors, il y a beaucoup de ménages qui se retrouvent sans allocation, mais d'un point de vue macroéconomique global, il y a aussi beaucoup de ménages qui ont accumulé beaucoup d'épargne et qui vont pouvoir dépenser. C'est ce qui était arrivé entre 2012 et 2013, où le Sénat républicain, à l'époque, avait refusé à Obama la prorogation de certaines mesures qui avaient été prises au moment de la crise financière. On lui a dit non, cette fois-ci c'est terminé. Il y a eu une grosse baisse de revenus disponibles, mais elle avait été épongée par l'épargne précédemment constituée par les ménages. Donc oui, il en faudrait un plan fiscal, mais 2200 milliards paraît plus un programme démocrate, je dirais. Ça sera sûrement la moitié. Ça sera d'abord probablement pas plus que la moitié, sauf si en janvier on a effectivement une victoire, un Sénat démocrate, pas plus de la moitié. Mais quand on regarde finalement, pour les ménages en tout cas, encore la moitié serait suffisant probablement pour maintenir une économie, une consommation à flot. Bon, voilà, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci Frédéric. Merci. Bye.